propose un retour dans le monde de la directive Habitat avec un exposé complémentaire à celui de Margot qui vous parlait d'état de conservation dans la première moitié de la matinée. Qui dit évaluer des états de conservation, dit savoir de quoi on parle. Donc en complément des travaux que nous menons dans l'unité mixte de services patrimoine naturel, nous avons aussi un gros volet sur la précision de la définition des habitats d'intérêt communautaire. Et donc là, comme c'est un colloque sur les zones humides, je pensais vous présenter quelques cas de figure sur les habitats des eaux dormantes. Donc, pour la mise en application de la directive Habitat, nous avons produit des cahiers d'habitat pour la France qui précisent la définition des habitats d'intérêt communautaire. Alors, ces cahiers d'habitat ont été édités au début des années 2000, entre 2001 et 2005. Donc, en fait, dans ce laps de temps, ça fait quand même déjà 12-15 ans que nous en avons la pratique, que nous pouvons les utiliser, qu'ils ont été très largement utilisés sur le terrain. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées pendant ces 12-15 ans. Nous avons eu des évolutions des définitions des habitats au niveau européen. On a eu aussi une forte pratique sur les sites Natura 2000 qui ont pu conduire à des changements, à des améliorations des connaissances de ces habitats, des changements d'approche de ces habitats aussi. Il y a une évolution des connaissances de la végétation aussi, avec notamment marquée par les publications du Prodrome des végétations de France au niveau association. Et puis on a pu aussi noter dans les cahiers d'habitat un certain nombre parfois d'incompréhensions, d'imprécisions qu'il paraissait utile de revoir. Et aussi, un élément qui est important, c'est des pratiques qui peuvent être différentes d'une région à l'autre en France. Et comme nous sommes dans des cadres nationaux, si nous voulons pouvoir mutualiser les connaissances, faire des états de conservation qui soient vraiment cohérents, avoir un réseau de sites Natura 2000 cohérents, on a besoin que tout le monde suive la même définition des habitats. Donc, ces différents constats ont conduit à la mise en œuvre, l'ouverture d'un chantier de mise à jour des interprétations des cahiers d'habitat et en parallèle d'une actualisation des fiches génériques de ces cahiers d'habitat. Donc, je précise que ça concerne uniquement le volet scientifique des fiches, nous n'abordons pas du tout la partie gestion, puisque c'était les deux grands volets des cahiers d'habitat. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place un groupe de travail national sous l'égide du ministère en charge de l'écologie, donc qui regroupe une vingtaine d'experts, essentiellement issus des conservateurs botaniques nationaux, des experts phytosociologues et qui ont participé à la rédaction des cahiers d'habitat, et avec une possibilité de consulter tout autre expert en fonction des problématiques qui se posaient. Et ce travail est coordonné par notre unité de patrimoine naturel. Voilà, donc on a fait dans ce cadre-là un gros bilan des questions d'interprétation qui se posaient. Donc le travail est quand même assez important puisqu'on a eu des questions pour 99 habitats avec des questions d'amplitude variable, mais voilà, un travail assez conséquent à mener. Je vais vous illustrer quelques-unes des principales problématiques qui se posent, sachant que nous sommes donc dans un cadre où nous essayons d'affiner les définitions des habitats, de les actualiser, d'actualiser leur correspondance avec la classification phytosociologique. Donc, trois parties à ma présentation, une catégorisation des habitats, la question de la précision des contextes stationnels et l'actualisation et le choix du niveau des correspondances phytosociologiques. Donc ça, pour quelques-uns d'entre vous, au colloque de l'an dernier à Saint-Brieuc, j'avais déjà évoqué cette question-là. Nous avons essayé de faire une catégorisation des habitats de manière à mieux en cerner les limites, à faciliter l'appréhension de leur définition. Donc nous avons défini deux grands types d'habitats. Des habitats qui ont une logique, entre guillemets, végétation, c'est-à-dire que le paramètre qui est unificateur de l'habitat, c'est un type de végétation, quelles que soient les conditions stationnelles où qu'elles se trouvent. Et d'autres habitats qui ont une logique, pour lesquels nous avons parlé d'une logique biotope, c'est-à-dire que le paramètre unificateur de l'habitat, cette fois c'est un type de biotope, une falaise, un étang, une mare, une rivière, un pavement, etc. Et dans ce cas, tous les types de végétation présents sont inclus dans l'habitat. Donc ce qui est important dans ce cas-là, c'est plus le biotope qu'un type de végétation particulier. Et dans un bon nombre de cas, en fait, les définitions européennes précisent un certain nombre de végétation pour ces habitats. Donc il y a quand même éventuellement des conditions de présence de végétation indicatrice pour qu'on puisse bien dire qu'on est dans l'habitat. Donc si on prend l'exemple des habitats des eaux dormantes, les habitats globalement aquatiques sont comme réputés parmi les plus complexes en termes de définition, d'interprétation au niveau européen. Il s'avère que pour les habitats des eaux dormantes, nous sommes majoritairement dans une logique biotope.
Donc un exemple concret, nous avons un habitat dont a parlé Margot, là, le 3150, et lac zootrophe naturel avec végétation du magnopotamion ou de l'hydrocarission. Donc là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons réfléchi à voir quelle était la clé d'entrée pour cet habitat. Donc nous avons dit que c'est un habitat à logique biotope. Donc biotope, dans ce cas-là, ça veut dire c'est une pièce d'eau stagnante, un étang, une mare par exemple, avec des eaux mésotrophes à eutrophes, avec une condition de présence de végétation indicatrice, puisqu'on le voit dans l'intitulé que ça vise comme certains types de végétation. Donc dans ce cas-là, pour que l'habitat soit présent, on prend bien en compte l'ensemble de cette pièce d'eau, avec obligation de présence des végétations indicatrices qui relèvent des lamnités aminoris, donc de tapis de lentilles d'eau par exemple, ou d'herbiers du potamion pectinati, donc par exemple des herbiers de potamion. Et donc ce que nous complétons avec cette approche biotope, c'est que nous prenons en compte l'ensemble des végétations présentes. Donc ce qui n'est pas des végétations indicatrices, nous l'avons nommé végétation associée. Et donc dans cette pièce d'eau, nous prendrons en compte aussi par exemple des herbiers du Ranunculum aquatilis, du Nymphéion albé ou des roselières aquatiques. Nous prenons en compte l'ensemble de la végétation aquatique. Donc ce que nous essayons aussi de mettre en avant, c'est qu'est-ce que ça change par rapport au cahier d'habitat. Donc par rapport au cahier d'habitat, là, ça pointe bien le fait qu'on prend en compte l'ensemble de la pièce d'eau et de ses végétations aquatiques, là où les cahiers d'habitat, dans leur définition, limitaient cet habitat aux végétations indicatrices. Un deuxième grand type de questions qui se posaient, c'est des questions sur les contextes stationnels que l'on prend en compte ou non dans certains habitats. Donc il y avait par exemple une problématique de différenciation, notamment entre habitat des eaux stagnantes, habitat des eaux courantes, avec un cas qui est assez intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait des végétations des faciès lentiques des cours d'eau, où on peut trouver des petits tapis de lentilles d'eau, des lamneta minoris, ou des herbiers de caracées de la classe des Caretea fragilis. Donc on a pu observer que selon les régions, les pratiques ne sont pas les mêmes, puisque certains vont coder ce type de végétation parmi les eaux dormantes dans l'habitat 3150 que j'évoquais juste avant, et d'autres dans les habitats des eaux courantes, dans l'habitat 3260, qui est les rivières des étages planiciaires à montagnards, avec végétation du Ranunculum fluitantis et du Calitrico batracium. Et on pouvait aussi remarquer, donc, parfois dans certains paragraphes des cahiers d'habitat, que les deux options effectivement pouvaient être possibles. Voilà, donc nous, notre objectif, c'était de trancher, de dire quel est le rattachement qui nous paraît préférable. Donc, suite de la diapositive précédente, on a considéré que l'habitat 3260, c'était un habitat logique biotope. Donc, ce qui importait, c'était la rivière, donc l'ensemble de l'hydrosystème fonctionnel, avec une obligation de présence également de certains types de végétation, on le voit dans le titre de l'habitat. Et partant de là, ça paraissait cohérent que ces faciès lentiques des cours d'eau soient pris en compte dans un habitat de cours d'eau. Voilà, donc du coup, la consigne qu'on donne, c'est de ne pas coder ces végétations dans l'habitat 3150, mais dans l'habitat 3260, donc dans l'habitat de rivière. Si on élargit cette conclusion, en fait, ça posait la question de savoir qu'est-ce qu'on met comme habitat, enfin, qu'est-ce qu'on appelle les habitats des eaux stagnantes, qu'est-ce qu'on appelle les habitats des eaux courantes. Et il nous a semblé pédagogique, enfin, disons, il nous a semblé c'était plus clair pour nous de dire les habitats qui sont dans le manuel d'interprétation. En fait, il y a des habitats qui sont classés dans les eaux stagnantes, d'autres dans les eaux courantes, et de bien dire qu'un habitat des eaux stagnantes correspond à un certain type d'eau, vraiment à des contextes d'eau stagnante, et d'autres les habitats des eaux courantes correspondent strictement au contexte d'eau courante. Et pour bien clarifier les choses, nous avons listé ces différents contextes. Donc pour les eaux stagnantes, nous avons dit c'est les lacs, les étangs, les mares, les petites dépressions, les marais alluviaux, les bras morts déconnectés de l'hydrosystème fonctionnel, etc. Nous avons précisé que certaines conditions étaient exclues, comme en cas de substrat artificiel, les abreuvoirs, bassins de décantation, des choses comme ça. Et pour les eaux courantes, même chose, nous avons précisé la liste de ce qu'on appelait eaux courantes, donc fleuves, rivières, ruisselets, les annexes hydrauliques des hydrosystèmes fonctionnels et les canaux fonctionnels, de manière à ce qu'on soit bien au clair sur les rattachements que l'on doit appliquer sur le terrain. Donc même chose que tout à l'heure, quelles conséquences ça a au niveau des cahiers d'habitat? Eh bien ça veut dire qu'on avait un cahier d'habitat qui était le 3150, la fiche numéro 4, qui concernait les rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels. Donc on voit là que c'était un habitat des eaux dormantes pour lesquelles on parlait de rivières ou de canaux, donc ce que nous avons classé dans les habitats des rivières. Donc dans ce cas-là, on abandonne en fait cette fiche
et on rebascule les éléments qui étaient contenus dedans, quand c'est en situation de rivière et canaux vers l'habitat 3260 de rivière, ou quand c'est des fossés des marais ou des bras morts déconnectés de l'hydrosystème, et on rebascule dans les autres fiches de cet habitat 3150 qui décrivaient les types de végétation qu'on peut trouver, herbiers lentillo ou des herbiers potables. Pour les végétations acaracées, donc l'habitat 3140, c'est les oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à cara. Donc là, dans la fiche, on voyait qu'il y avait des mentions de milieux rhéophiles à courant lent, donc ça correspond bien au cas que j'évoquais juste avant. Donc là, ça nous permet d'avoir une définition qui est un petit peu plus stricte de cet habitat et de bien caler les limites. Et par contre, pour l'habitat 3260, en fait, ça ne procure pas de changement, puisqu'en fait, on voyait que dans les végétations, dans les correspondances phytosociologiques de la fiche qui présentait cet habitat, on prenait déjà en compte, on avait déjà cité ces communautés des Lemnetea ou des Caretea des rivières. Donc, autre gros chantier de ce travail, c'est toutes les questions des correspondances phytosociologiques qu'on trouvait dans les cahiers d'habitat, avec un constat qui est revenu très souvent. On a des correspondances qui sont faites au niveau des associations. Donc vous avez en haut à droite l'exemple de l'habitat 3110, là, des gazons amphibies oligotrophes à littorel. On voit que les correspondances étaient faites au niveau association, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de retours d'acteurs qui disaient « moi j'ai une association, elle n'est pas citée dans la liste, et du coup je ne sais pas si ça veut dire qu'elle est exclue de l'habitat ou est-ce que je peux l'y mettre ». Alors soit c'était une association qui avait été décrite avant que les cahiers d'habitat soient publiés, donc on peut se dire soit c'est que c'est volontairement exclu, soit c'est un oubli, et puis si ça a été décrit postérieurement, il faut avoir les règles du jeu pour bien comprendre si ça rentre dans l'habitat ou pas. Et en plus, il n'y a souvent pas de nom d'autorité à ces associations, ce qui pouvait, dans certains cas, créer des confusions sur l'association à laquelle on faisait référence. Donc, important travail à mener dans ce cadre-là, c'est actualiser cette liste, ces correspondances phytosociologiques, avec la publication du prodrome des végétations de France décliné au niveau association. Et puis, il y a un enjeu de savoir à quel niveau la correspondance est la plus pertinente, la plus indicatrice pour définir l'habitat. Donc là, on voit que c'est au niveau association. Dans certains cas, ça peut être cohérent de le faire au niveau de l'association, parce que c'est certaines associations très précises qui sont concernées par l'habitat. Dans d'autres cas, on peut remonter au niveau de l'alliance phytosociologique et dire en fait c'est l'ensemble de l'alliance qui est concernée. Et en fait, on sait après que si d'autres associations sont décrites dans cette alliance, on sait qu'automatiquement elles rentrent dans l'habitat. Et ça peut éventuellement même être au niveau de l'ordre, voire de la classe, pourquoi pas, avec éventuellement possibilité d'indiquer des correspondances, de dire c'est juste une partie de l'alliance phytosociologique qui est concernée, mais dans ce cas-là, avec une attention particulière à bien préciser dans quelle est la partie de l'alliance qui est concernée, quels sont les critères qui font qu'une association de cette alliance va rentrer ou non dans l'habitat. Voilà, donc un important travail pédagogique. Si je reprends donc cet habitat 3110, vous avez à gauche un extrait des cahiers d'habitat, à droite un extrait de la classification des littorales Lemnetea selon le prodrome des végétations de France. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'époque des cahiers d'habitat, on avait un seul ordre phytosociologique, et que en fait, cet ordre a été divisé en deux. En fait, divisé en deux avec une partie pour les végétations, les Eleocharithes thalia multicolis pour les végétations atlantiques, et un ordre des littorales thalia uniflorées pour les végétations continentales et montagnardes. Du coup, ça nous arrange bien, parce qu'en fait, cet habitat 3110, c'est un habitat qui concerne uniquement les végétations atlantiques, et dans ce cas-là, on peut dire que la correspondance se fait au niveau de l'ordre des Eleocharithes thalia multicolis, et du coup, on a remonté les correspondances d'un niveau association à l'ordre, et du coup, on peut dire que l'ensemble des associations de cet ordre, en contexte d'eau stagnante, comme j'avais précisé avant, relève de cet habitat. Et un point à souligner, dans le cadre du programme, il y a plein de changements de nom, des ajouts d'associations, des associations qui peuvent changer de place. On peut avoir des changements de place de certaines associations qui peuvent entraîner un changement de rattachement à l'habitat d'intérêt communautaire. Donc là, par exemple, on avait le Litorello unifloré isoetetum tenuissime, qui était dans les lodos Sparganion. Là, on voit que dans le prodrome, la nouvelle version du prodrome, ça passe dans une autre alliance, dans l'ordre des littorales thalia uniflorées. En fait, c'est des végétations continentales, et là, on bascule dans le pendant de l'habitat 3110, qui est l'habitat 3130, qui concerne ces mêmes types de végétation, mais dans le domaine continental ou en montagne.
pense que j'ai plus trop le temps, mais vous trouverez une petite diapo sur l'état d'avancement du prodrome, juste pour dire qu'il y a à peu près la moitié des classes qui ont été publiées, et qu'il y a essentiellement, elles sont publiées dans le cadre du journal de botanique ou des documents phytosociologiques, et diffusées sur le site de la Société française de phytosociologie et sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Et une dernière diapositive pour parler de la diffusion, deux vecteurs de diffusion, des synthèses de nos conclusions, une synthèse préliminaire avec des textes relativement courts qui actent juste les changements que nous avons pu apporter en termes d'interprétation, et à terme des rapports plus détaillés où nous allons mettre à jour les fiches génériques des cahiers d'habitat, avec cette fois une actualisation des fiches de présentation, une actualisation des correspondances phytosociologiques et un paragraphe qui précisera les différences, les changements que nous avons pu apporter par rapport au cahier d'habitat. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi plusieurs membres de ce groupe de travail qui sont présents dans la salle et grâce à qui nous pouvons avancer sur ces thématiques de manière riche et constructive. Je vous remercie. Dans le cadre de ma thèse, à m'inspirer des cahiers d'habitat zone humide que vous avez au muséum à réaliser. Et je dois dire que ça m'a beaucoup servi surtout dans la typologie. Et là aujourd'hui, si je prends l'exemple du Lemnio hydrocaritum, et qui est classé dans les eaux dormantes stagnantes, en fait, dans ce genre de végétation, vous le déclassez, vous le mettez dans les habitats, si j'ai bien compris, hein, dans les habitats à eau courante. Et ce que je sais des eaux courantes, c'est que le long d'un cours d'eau, il y a une zonation. Et il y a une partie basse du cours d'eau où au moment où il y a une forte sédimentation, où le courant se réduit au maximum, ce qu'on appelle le potamo. À ce moment-là, il y a des végétations, des eaux dormantes, des eaux stagnantes qui s'installent. Donc, est-ce que c'est cohérent de dire que ce n'est plus un groupement ou une formation des eaux stagnantes, mais plutôt des eaux courantes? Je ne sais pas si c'est Si. En fait, on ne dit pas que ce n'est plus une végétation un peu d'eau dormante. En fait, on essaye d'avoir une approche qui est vraiment... C'est une directive habitat, donc on essaye de se recentrer sur une notion d'habitat et du coup de fonctionnalité de l'habitat. Donc on se dit, c'est l'habitat qui est visé, c'est une rivière, et du coup c'est une rivière avec ses différents faciès, que ce soit des végétations très adaptées à un courant rapide ou à un courant lent. Même si après, en termes de typologie phytosociologique, effectivement, ça ne fait pas partie des alliances de rivières. Mais c'est cette optique-là que nous avons essayé de suivre, en fait, pour avoir un ensemble complet, cohérent et fonctionnel, en fait. Je veux dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire confusion. Oui. Après, ça n'empêche pas, en fait, au sein de cet habitat, après, de lister les différents types de végétation présents et du coup de pouvoir bien voir la proportion relative des végétations qui sont très liées au courant, qui sont liées à un courant plus lent, et du coup ça apportera des informations très complémentaires. On essaye souvent de conseiller d'avoir une approche où on liste toutes ces associations présentes et de ne pas en rester à l'habitat, juste noter la présence de l'habitat générique au sens de la directive habitat. Bonjour, donc moi je vais rejoindre aussi un peu le questionnement de madame, c'est toujours presque les mêmes critères par rapport à la zonation, mais aussi les critères, quels sont les critères qui vous ont permis de déterminer les canaux en eau courante, parce qu'on va retrouver principalement au niveau de la flore une présence de plantes qui sont plutôt qu'on va retrouver dans les étangs ou dans les bois morts. Je voudrais juste connaître un peu les critères qui ont permis de placer les canaux dans les eaux courantes. En fait, les canaux, on a différencié les canaux qui sont encore fonctionnels, où il y a encore une circulation d'eau, des canaux non fonctionnels, ce qui normalement, même si ça ne se fera jamais probablement des végétations très courantes, mais on a essayé de faire cette distinction de manière justement à séparer ce qui était vraiment plus proche d'un ensemble d'eau stagnante en fait, d'un ensemble qui irait plus vers les rivières. Une question par rapport à, est-ce que vous laissez la possibilité de décliner en types qui n'existent pas encore certains habitats, comme par exemple le Rhacosporion, où on peut même décliner 3 types majeurs, ou même les hauts-marais, les tourbières hautes, où on peut décliner plusieurs types avec de fortes incidences sur l'état de conservation, sur les modalités de gestion.
Là, on travaille plutôt au niveau de l'habitat générique, en fait. Parce qu'en fait, on essaie de préciser la définition de l'habitat dans sa globalité. Après, on n'a pas entamé un chantier vraiment de révision des fiches déclinées des cahiers d'habitat. C'est bien ce que vous proposez. En fait, en termes de correspondance phytosociologique, c'est tout à fait ouvert. On va reprendre tout ce qui est publié. En termes de déclinaison des cahiers d'habitat, par contre, on n'aborde pas trop cet aspect-là. On va essayer de les compléter pour qu'on puisse continuer à les utiliser, mais on n'a pas un travail de remise vraiment de réflexion pour refaire une nouvelle déclinaison des cahiers d'habitat. Parce qu'effectivement, dans les habitats Tour 2, par exemple, il y a une seule fiche à chaque fois, dans une optique qui était plutôt orientée sur la gestion, et c'est vrai qu'il y aura possibilité sans doute de faire plus de fiches déclinées pour ces habitats. Mais on pourra en discuter si vous avez des propositions. Moi, je suis ouvert pour voir comment on peut prendre en compte les différentes attentes que vous pouvez avoir.